36e émission de Bug, une émission championne du monde, aux 2/3 seulement de son équipe, parce que nous avons un Belge parmi nous, 3e place de ce mondial 2018. Mais nous ne sommes pas un podcast de foot, même si c'est plutôt ma spécialité, vous en conviendrez, vu que j'étais sélectionné avec le Panama, mais ça, il faut suivre les épisodes précédents. Nous sommes un podcast sur le cinéma et la série télé. D'actualité, on essaie aussi de revenir sur quelques classiques qu'on estime valoir le coup. Je me présente, je suis Alphonse Dadet sur Twitter, j'ai plusieurs identités, mais ça le gouvernement s'en occupe. Et je suis accompagné donc de Grumpy Sum pour l'émission d'aujourd'hui et pas Grumpy Seb. Salut Seb. Hey, pas trop fort parce que j'ai des voisins. Et ben alors, ça y est, c'est les vacances d'été. Plus d'excuses pour ne pas nous écouter. On espère donc avoir 50 vues en ce mois de juillet pour cette émission seulement, sinon on démissionne. Ouh, 50 vues, tu es très ambitieux. Ouais, trop. Le 3e acolyte de cette émission, c'est l'inénarrable Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les mecs, ça va? Ouais, ça va. Pas tous en même temps. Ouais. Non mais je tenais à dire quelque chose de spécial aujourd'hui. Parce que chacun d'entre vous, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à ce podcast-là. Et la deuxième chose, qui concerne vous Alphonse, et vous Grumpy Sum, c'est qu'à partir de ce soir, vous êtes plus les mêmes les mecs. Et vous savez pourquoi? Parce que champion du podcast! Hey, ouais, ça c'est bon ça. Quelle mise en bouche et quel discours. Bravo Didier Deschamps. Eh ben écoutez, on a encore un programme qui est fort alléchant. Trop de références au football à mon goût. Oui, ça sera fini, c'est fini. Il n'y en aura plus. De mon côté, j'essaierai de plus en faire jusqu'à la fin de l'émission. En même temps, on n'est pas champion du monde tous les jours, n'est-ce pas la Belgique? Techniquement, vous l'êtes pendant 4 ans, connard. Ouais, même 4 ans et demi, puisque la prochaine sera en novembre-décembre, donc on peut grappiller quelques mois encore, mais bon, voilà, ça c'est plutôt technique. Donc on a Ce un qui est programme dégueulasse qui est pour très les alléchant prochains, puisque aujourd'hui. du coup, ils le seront que pendant 3 ans et demi. C'est honteux. Oui, C'est mais honteux. oui, complètement. C'est honteux. Complètement, effectivement. Très bonne C'est remarque. comme les sorties en décalage de Star Wars, voilà. Non, effectivement. C'est peut-être même les mêmes fans, parfois. Donc, côté actu, nous allons revenir sur le dernier né de Pixar, c'est Les Indestructibles 2, que notre ami Grumpy Sum et moi-même avons vu, donc nous allons en discuter calmement. Et nous finirons par comment dirais-je, la rubrique maintenant classique de l'émission, le petit pot pourri de Bastien, qui fait toujours plaisir par où il passe, parce que finalement, il envoie pas mal de merde lui aussi. Donc voilà, je pense que nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pas trop vite et pas trop fort, mais c'est parti pour Les Indestructibles 2. Et Seb, je te laisse commencer, ouvrir le bal comme tu veux, de la première danse de Dirty Dancing comme à un mariage. Eh ben oui, je voudrais pas commencer par jouer les complotistes, mais il y a un truc étrange qui s'est produit. Il y a quelques années, fort du succès entre autres du Monde de Nemo, notre ami Andrew Stanton s'en est allé vers le cinéma live pour réaliser John Carter, que Disney vendra n'importe comment, et s'en suivra donc un gros bid au box-office. Du coup, l'ami Stanton y repart chez Pixar, qui, je le rappelle, appartient à Disney, pour donner une suite à son film. Pendant ce temps, Brad Bird, réalisateur de Ratatouille, mais aussi du premier Indestructible, quitte lui aussi l'animation pour s'attaquer d'abord à la 4e aventure d'Ethan Hunt dans l'excellent Mission Impossible Ghost Protocol. D'ailleurs, je vous parlerai de Fallout dans la prochaine émission. Suite à quoi, il s'occupe du génial Tomorrowland pour Disney, qui le vend n'importe comment, ce qui sera suivi d'un bid au box-office. Et voilà Brad Bird de retour chez Pixar pour réaliser une suite à son film. Voilà, je trouvais juste ça... Quelques années après quand même. Oui, mais bon... C'est quand même. Enfin, je trouve le truc vraiment étrange, quoi. Voilà, c'est pas pour jouer les complotistes, mais c'est bizarre. Voilà, c'est tout. On comprend. Et si j'aime assez bien le monde de Dory, c'est quand même pas le film du siècle. C'est pas du tout au niveau de son prédécesseur. Donc, on avait le droit d'être un petit peu inquiet. Mais bon, ça reste Brad Bird qui est quand même un cran au-dessus et c'est pas rien. Et malgré un premier trailer qui fait un peu redite avec le premier, mais où les rôles sont inversés, parce qu'aujourd'hui, comme dirait Bastien, les femmes au pouvoir et les hommes à la maison pour s'occuper des gosses, il n'en est rien. Enfin, si, c'est ça, mais pas vraiment. Je m'explique. Alors déjà qu'on se le dise, ce Indestructible 2 est formidablement excellent. Après, il est moins parfait que le premier.
Faut savoir que le film a perdu 1 an sur son planning, ils ont dû accélérer le bordel quand Toy Story 4 a été repoussé et que celui-ci a été avancé, et ça doit jouer pas mal. Du coup, par moment, les scènes de papa à la maison qui s'occupe des enfants, c'est pas super folichon, mais ça va, hein, c'est pas vraiment c'est du pinaillage, parce que ça casse pas non plus le rythme, et c'est pas foncièrement mauvais, c'est juste pas forcément le truc le plus utile. L'autre souci, mais là, c'est pas lié au film directement, c'est que le précédent, je l'ai vu au moins 10 fois. Celui-ci, une seule. En termes de comparaison, ça joue forcément. Donc, on va pas se mentir. Il y a une affect pour les personnages, donc le film ne part pas sans rien. Et le fait de chambouler les rôles permet de mettre en avant Elastigirl et du coup de développer un peu plus ses pouvoirs à l'écran. Et la voir se balader en ville en usant de ses pouvoirs, c'est montrer que ce que les 3 précédents films Spider-Man n'ont pas réussi à faire. C'est du niveau d'un Sam Raimi en fait. Dans les mouvements, peut-être même encore plus dingue, car plus libre grâce à l'animation. Pour ça, il faudrait que je revoie les films pour mieux juger. Mais ça rappelle ô combien le premier Indestructible avait regardisé l'adaptation des 4 Fantastiques avant même la sortie du film en question. C'était complètement fou. D'ailleurs, comme sur le premier, lorsque t'as plusieurs super qui sont à l'écran et qu'ils usent de leur pouvoir, il y a un vrai effet de groupe. C'est pas chacun de son côté, ils s'entraident avec leur pouvoir et c'est toujours aussi jouissif à regarder. Et ça démarre dès la scène d'ouverture, qui est une belle orgie visuelle. A noter que le film reprend à la seconde près où le précédent s'arrêtait. Et d'ailleurs, j'avoue que j'avais un peu peur que ça choque, parce que depuis Pixar, visuellement, c'est devenu complètement dingue, tant c'est photoréaliste. Et que le premier Indestructible, déjà visuellement dingue, je précise, était quand même loin de ça, du photoréalisme, je veux dire. L'idée est simple, et même logique finalement. Brad Bird reste sur le style du premier volet, tout simplement. J'évoquais les pouvoirs juste avant, ainsi que le fait qu'Elastigirl était le personnage principal du film. Il y en a un autre en fait, c'est Jack Jack le bébé. Et Bird s'éclate avec ses pouvoirs. Imaginez la scène du premier où il est kidnappé par Syndrome, mais puissance 1000. La scène du raton laveur par exemple, c'est ultra jouissif. On rit bien, et beaucoup, si je peux me permettre. Parlant de rire, c'est pas le propre du film. Comme pour le premier en fait, on n'est pas là pour ça. Toujours pour coller au précédent, on a un excellent méchant, limite même inquiétant, surtout pour un film familial, chose que j'adore évidemment. Bird, ne faites pas ce genre de petit bruit, monsieur Alphonse, je vous entends. Et d'ailleurs, Bird est en ce moment en petite guerre sur Twitter, il l'était quand j'ai écrit la chronique, il s'est un peu calmé depuis, avec les gens qui reprochent au film de ne pas être tout public comme le sont la majorité des Pixar. Et il rappelle, c'est un film PG, pas G. Donc PG c'est accord parental souhaitable et G c'est tout public sans restriction. Et c'est pas un film pour enfants. Il faut arrêter avec ça. C'est bien un truc qui m'énerve, c'est le rapport film d'animation, film pour enfants. D'ailleurs, un film d'animation, c'est pas un genre en soi. Donc voilà, je pourrais partir dans un délire pendant 4 ans pour dire que l'éducation c'est très important, qu'un bête film, genre c'est pas grave parce que c'est pour les enfants. Non, c'est grave, parce que c'est même peut-être pire finalement, parce que c'est quand ce sont des enfants qu'il faut s'occuper d'eux, faire leur éducation et en faire des gens bien. Alors, bouffez du Indestructible 1, 2, bouffez tous les Brad Bird en fait, ça fera du bien à vous et à vos enfants. Voilà, effectivement. T'as fini ? Bah oui. Ah d'accord, ok, bon très bien. Ouais, alors je suis plutôt d'accord avec ce que t'as dit, je pense aussi que le premier est meilleur, que oui. En fait, le premier est un petit classique, hein, oui. Donc c'était compliqué de tenir le niveau. Après, il y a plein de trucs où je suis pas spécialement d'accord avec toi, par exemple sur le niveau des méchants, moi je le trouve assez fadasse dans celui-là. En plus, pour le coup, c'est grillé quand même à des kilomètres leur histoire, mais bon, on a envie de dire que là n'est pas l'intérêt du film. Et après, je vais revenir sur un peu ce que je trouve être le cœur du film et que tu as évoqué brièvement au début, c'est tout ce qui est sur ce que maintenant le nouveau concept de la charge mentale des femmes, qui est donc là, c'est le papa indestructible qui s'en occupe. Donc il s'occupe des gamins et tout, il s'occupe de la maison, pendant que Elastigirl, la mère, s'éclate à arrêter les méchants et compagnie. Et on voit que c'est le père qui est beaucoup plus fatigué qu'elle, qui elle prend son pied clairement à faire toutes ses acrobaties et compagnie. Et donc que le père est en pleine souffrance à s'occuper de ses gosses et compagnie. Donc voilà, ça pour moi c'est le cœur du film. Et c'est intéressant, je trouve ça vraiment, c'est quelque chose c'est vraiment un problème actuel et tout. C'est bien dans la veine de Disney, j'ai envie de dire, aussi actuellement de s'occuper de ça, mais en même temps ils sont quand même un petit peu à la bourre, et ça tombe plutôt bien avec l'actualité du moment, avec l'éviction de James Gunn sur Les Gardiens de la Galaxie 3 et ses tweets qui datent de Mathusalem pour lequel il se fait quand même virer. Si je peux me permettre de revenir 2 secondes sur le truc James Gunn, permets-toi. C'est que les tweets avaient déjà été ressortis après à la sortie du premier Gardien de la Galaxie. Il s'était déjà excusé, il a quand même pu faire le deuxième derrière, ce qui est donc
un peu de la mauvaise foi assez pharaonique de la part de tout le monde là de ressortir encore cette affaire maintenant et de le virer pour ça maintenant. Ouais. Non, surtout que voilà, on sait que le mec, il a quand même bossé pour Trauma et compagnie, donc c'est pas un enfant de cœur. Et j'ai envie de dire, c'est dommage, c'est peut-être un peu ce qui faisait le sel des Gardiens de la Galaxie. Oui, c'est même un des réalisateurs les plus intéressants à travailler pour Marvel d'ailleurs. Donc voilà, on est encore sur la lancée de Disney de réduire un peu, d'uniformiser, j'ai envie de dire, tous leurs super-héros, tous leurs films de super-héros, mais bon, ça, on a déjà vu ça en large et en travers, et on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc ouais, Au moins, on peut affirmer une chose, c'est que on est sûr d'une chose, c'est que Seb ne travaillera jamais pour Disney, parce que quand même, vu son historique Twitter, ça va être compliqué les gars. Toutes les ignominies que tu as pu profaner au fil des années, en plus tu t'es jamais excusé, donc, avec quand même toutes les saloperies que tu as écrites, je pense que toi tu es blacklisté à vie pour ton avenir. Oui, ça, c'est pour clair. Disney. C'est dommage parce qu'ils sont en train de racheter tout le monde, alors s'ils pouvaient nous racheter aussi. Et donc voilà, donc j'en étais où? Je parlais de la charge mentale, donc voilà, ouais, donc c'est ça, c'est que le concept est intéressant, c'est un concept qui a apparu il y a quelques années maintenant, voilà, et que Disney et Pixar se sont dit ouais c'est cool, on va parler de ça, et effectivement je trouve ça très bien, c'est vu que le cœur de cible du film ça reste quand même toujours les ados et compagnie, c'est pas illogique de leur faire cette petite, j'ai envie de dire cette petite mise au point. Donc voilà, donc pour moi c'est un peu ce qui fait le sel du film et qui en même temps pose un peu une réserve, c'est quand même, ça arrive un petit peu en retard mais ça reste quand même plutôt bien vu, j'ai envie de dire. Ensuite ce que j'aime bien c'est que ouais, effectivement tout ce qui est scène d'action et compagnie, il n'y a pas de souci, ça envoie du pâté, il y a pas de problème, effectivement c'est très virtuose dans la mise en scène, ça voltige dans tous les sens et c'est cool et tout, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien aussi, bon, effectivement, l'utilisation de Jack dans le premier, moi j'avais trouvé ça absolument à tordre de rire, le coup final où justement on n'attendait que ça pendant tout le film, Ouais. de la révélation de son pouvoir et qui arrivait là, à la toute fin du premier épisode. Et effectivement, ça marchait du tonnerre. Enfin, moi, je me souviens avoir éclaté de rire quand j'avais vu ça. Et là, pour le coup, effectivement, ça reste toujours très efficace, sauf que ça a tendance à être quand même là un peu tout le temps. Là, il l'utilise quand même très souvent dans celui-là. C'est un peu le seul point comique du film. Mais bon, comme ça fait mouche, on va dire 3 fois sur 4, voilà, c'est pas désagréable non plus. Dans les points positifs aussi, pour une fois, et Dieu sait que je suis quand même, là je vais faire gueuler Grumpy Sam, mais je suis pas du tout un fan de Michael Giacchino en compo. Et là pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, surtout sur la séquence, la première séquence d'action d'Elastic Girl toute seule où elle doit arrêter le train. J'ai trouvé que là, le morceau était vraiment très sympa. Toujours cette petite ambiance un peu jazzy comme dans le premier, mais voilà, c'était une BO plutôt agréable. D'ailleurs, parce voilà. qu'elle est dans la droite lignée du précédent, c'est par rapport à tout ce que tu entends au niveau musique de films de super-héros, c'est vraiment contre-courant, quoi. Et c'est ça qui est vraiment très bien. Ah ouais, complètement. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr que c'est pas de la bouillie, comme on a 3 fois sur 4 maintenant aussi pour ce genre de gros films. Donc ouais voilà, non, effectivement ça reste quand même probablement un des meilleurs blockbusters estivaux de cette année, je pense même de l'année, on peut le dire. Après, voilà, j'ai quelques petites réserves, mais ça n'en reste pas moins encore un très bon film. Et du coup, on ne sait pas trop ce que va nous réserver le père Brad Bird pour les prochaines années. Est-ce qu'il va repasser au film live? Est-ce qu'il va rester au film d'animation? C'est un peu là, je pense, un de ses dilemmes. Son projet de rêve, c'est le film 1906, donc faut espérer que maintenant, vu le gros succès des Indestructibles 2 au box-office qui est en train de tout faire péter, faut espérer que ça lui permettra justement de le faire. Parce que c'est un peu son Arlésienne, c'est un peu son montagne hallucinée à lui que Guillermo del Toro essaie de monter, et lui il sait ça, et moi tout ce que j'espère maintenant c'est qu'il va pouvoir le faire. Et du coup, ça parle de quoi ce petit projet, si tu en sais un peu plus? Alors, c'est un peu compliqué, c'est adapté d'un roman, je vais aller chercher... Mais c'est un film live ou c'est un film d'animation? Ce sera un film live. Un film live. Ouais, d'accord. Ok. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il se tournait un peu même vers la télévision pour le projet, parce qu'apparemment c'est un truc qui peut être assez long, voire 2 films, et comme il n'aura probablement pas les moyens de faire les 2 films, il se dit que peut-être qu'ils vont faire ça en mini-série, un peu la The Terror, quoi. Ouais, donc le film se déroule en 1906 et il y a un grand tremblement de terre à San Francisco. Je sais pas si c'est une histoire vraie, cette histoire de tremblement de terre. C'est le mec qui est super intéressé par ce qui se passe dans le monde.
Et donc c'est adapté du roman du même nom de James de la Sandro. Ah, d'accord. Et donc voilà, ça fait quand même bien des années Ok. qu'on en parle, depuis 2010 quand même déjà. Ah, effectivement. Donc c'est te dire depuis le temps qu'ils veulent le faire quoi. Ok. Très bien, bon bah écoutez, je pense que voilà, on a fait le tour. On a fait que 15 minutes sur les Indestructibles 2. On va peut-être faire une émission un peu courte aujourd'hui. Alors du coup, on passe tout de suite au pot pourri. Bah, Ouais. alors vas-y, Bastien. Le pot Est-ce qu'il y a pourra, des films qu'on on aurait pourrait vus l'appeler, Tu penses? Oui, je pense qu'il y a des films que vous avez vus. Et d'ailleurs, Seb, ce que je te propose, c'est que, comme bah, tu en as certainement vu, c'est que tu me fais un truc, tu me fais un signe pendant que je fais ma Oui, bien sûr. chronique. Comme ça, je te lance sur le sujet. J'ouvrirai un bouton de ma chemise à chaque fois. Voilà, Ouh. ou tu fais un petit shake, je sais pas. Mm. Mais... Je te ferai la danse du mec au cartable. Je sais plus comment ça s'appelle, on en avait parlé la dernière. Alors, commençons bien et commençons fort avec The Jurassic Games. Oh, Donc, Oh là 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 là. Ah, bah, écoutez les gars, moi j'ai une mission, c'est que je regarde des trucs que vous dites ouais on pourrait le regarder mais on n'a pas envie de le regarder. Et moi je me suis porté volontaire pour faire ce job un Ouais. peu sale, mais du C'est coup beau. je vais vous parler de ces films-là. Donc The Jurassic Games, bah, je sais même pas si c'est un film sci-fi, j'ai même pas vérifié du coup au final. Mais donc ça a été vendu comme un mix entre Jurassic World et Hunger Games. D'où le titre The Jurassic Games. Je pense que c'est une prod d'Asylum, mais j'en suis pas sûr. Je vérifie. Là, je sais plus si c'est Asylum ou Sci-Fi. Bon, en tout cas, On c'est sent, un voilà, nanar on sent qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, de cette catégorie-là. Les dinosaures sont faits digitalement, forcément. Quoi, c'est comme pas des un vrais jeu. dinosaures? Non, c'est pas des vrais dinosaures. Ça, En c'est plus, pas on les voit chier. assez peu au final. Hein. On vend le concept un petit peu accrocheur, parce qu'en fait l'histoire, pour vous la faire courte, c'est plus en fait un Running Man qu'un Hunger Games. Hein. C'est genre les 10 psychopathes qui sont réunis dans un jeu télé. À qui on va leur balancer des dinosaures à un moment du jeu. Effectivement, il y a des étapes comme ça qu'ils vont devoir affronter, et à la fin, forcément, il n'y en aura qu'un qui va survivre au jeu. Mais au final, c'est plus on se bagarre entre nous que affronter des dinosaures, je trouve. Donc, C'est un con petit parce peu que le pitch de départ est quand même assez alléchant quand même. Il y a moyen Ouais, de ouais, faire un c'est truc sympa quoi. Mais ce qui fait que du coup, c'est pour ça que le film n'est pas si catastrophique que ça. Il se regarde plutôt bien si de toute façon on s'attend très bien à ce qu'on va regarder en le lançant. Donc avec une chips, une bière, ça peut passer. Après pareil, c'est pas très gore. Vers la fin, il y a un petit peu plus de... Pendant tout le film, je me suis dit putain, il y a jamais de sang, mais vers la fin, il y a des trucs un petit peu plus gore, donc il se lâche un petit peu, mais c'est un petit peu trop tard. Mais pas grand chose à relever de ce Jurassic Games. En espérant une suite à venir. Quand Je même. pense que ça va se faire. Parce que le dernier plan du film est quand même Équivoque. équivoque, puisque en fait le jeu recommence, mais bon, c'est un petit peu comme dans Jurassic Park, ils commencent à comprendre de leurs erreurs quand même si on rouvre à chaque fois le parc. Mais là, on voit des dinosaures à base de missiles sur leur dos, donc c'est une version évoluée des dinosaures. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que Enfin, à tout ça- part moi, quelqu'un, puisqu'on parle de dinosaures et de la chaîne Sci-Fi, est-ce que quelqu'un ici a vu Triassic Park? Non, Triassic Attack, pardon. Très. Oula. Non, non. c'est Je connais même Ça pas me dit rien. celui-là. ce sont les débuts d'Emilia Clarke, Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, donc. Et c'est de la Oh merde. putain de merde. C'est vraiment Ouais. de la merde. Voilà. Donc si vous aimez les dinosaures dans des films à le petit budget de merde, eh bien je vous recommande chaudement ce Triassic Attack. Ok, alors du coup j'ai la question de l'émission les gars. En dehors de Jurassic Park, quel est votre film de dinosaure préféré? Il va nous sortir le petit dinosaure. Non, même pas. C'est chaud hein. Tree of Life. Non, eh ben, moi je vais vous faire du Bastien. Je vais vous dire Théodore Rex. Si vous vous souvenez, c'est un truc avec notre ami Whoopi Goldberg qui est flic Oh putain, et oui, qui d'accord, bosse ouais, je avec vois avec un T-Rex, tout simplement. Voilà. Je l'ai vu à l'école primaire, Ouais, moi, en fin je l'ai d'année. pas vu à C'est un l'école, des mais films je que l'ai tu vu à vois à cette la fin saison-là d'année. aussi. Putain de merde.
C'est moche. C'est très très moche. Et j'aimais beaucoup ce film quand j'étais jeune, donc voilà. Je suis pas forcément fier de le dire comme ça devant tout le monde, mais bon voilà. Oh, bah écoute, on prend hein, quand même. Si on peut Enfin. relancer la carrière de ce film. Tout ça pour vous amener surtout sur un autre nanar qui pour le coup ne vaut vraiment pas le coup et là qui est une arnaque totale. Oh, parce que putain. du coup il y a deux catégories de nanars pour moi, c'est les nanars Chiant. chiants et les nanars sympathiques. Et là on va avoir un nanar qui est vraiment chiant puisque j'ai regardé Évasion Oh. 2, le labyrinthe d'Hadès. Ah, Seb l'a vu. Oui. quoi. Suite du film donc avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger enfermés dans une prison. Et donc là ils ont fait une suite avec toujours Stallone aux commandes et un casting pas piqué des verres. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'aurais dû noter les noms puisque je Bah, les ai oubliés maintenant. Il Mais... y a quand même Dave Bautista qui remplace Schwarzenegger. Ouais c'est ça, il y a des Batista mais il y a encore d'autres gueules qu'on a déjà vues. Seb, Ah bah il y a le... Alors attends, je suis devant, il y a 50 Cent. Ok, il était Il y déjà a, le premier. il y a le jardinier de Desperate Housewives. ouais exact. Il y a Titus Welliver dont la tête me dit quelque chose mais C'est l'homme en il a noir dû jouer- de Lost. The Lost. Voilà, c'est ça, effectivement. Il y a Remaking en femme, voilà. Après, des nanas avec des boobs. Ouais, voilà. enfin tout ça pour Voilà. vous dire que ce Oh film putain, est et puis il y a attends, il y a quand même le mec d'un des groupes à la con, genre Fallout Boy, voilà. Il y a Pete Wentz qui fait partie du groupe Fallout Boy. Voilà, c'est tout ce que je vois et ça me fait ma soirée. Merci. Voilà. Mais du coup, c'est ça le plus grand plaisir du film, c'est de voir des gueules qu'on connaît dans ce truc, puisque c'est quand même une merde absolue. Alors déjà, je n'ai aucun souvenir du premier, mais j'avais souvenir que c'était déjà très mauvais. Mais alors là, ça dépasse l'entendement, puisque c'est une catastrophe de bout en bout. Mais même Batista. Il sert à rien dans le film, on est d'accord. Hein. Je me souviens pas trop. Donc, Stallone, Moi je préfère quand même Stallone, il fait typiquement, il fait du Steven Seagal maintenant. C'est-à-dire qu'il se met en avant à mort Oh, sur l'affiche ouais. et tout, mais il apparaît quasiment pas pendant, allez quoi, 1h15. Il est dans son Ouais, bureau. la en vraie train star de du faire des film, trucs. du coup. La vraie star du film, c'est l'asiatique que tu n'as pas relevé, puisque personne ne le connaît. Il a dû faire du free fight ou je ne sais quoi, peut-être. Ah. Mais c'est lui la vraie star du film, et donc qui a ses petits moments dans le métrage. Mais sinon, c'est une catastrophe. Moi, je garde mon Fortress tous les jours, contrairement à ces films-là. Qui ne proposent absolument rien. En plus, ça débouche sur une suite qui est déjà tournée, si j'ai bien compris. En Oh fait, non. le 2 n'était pas du tout encore sorti. On savait même pas qu'ils avaient terminé le tournage, que Stallone était déjà en train d'annoncer qu'il tournait le 3ème. Oh là là. Ouais. Je crois qu'il y avait un petit peu d'argent qui restait de côté, donc ils se sont dit on va emballer le 3ème en même temps. Direct. Mais alors ça, pour le coup, même avec une bière, même avec des chips, passer, parce qu'il y a rien dans ce film. C'est le désert total. Mais puisque ici on est tous fans amoureux de Stallone, putain, Ouais, je comprends moi aussi, pas, quoi. C'est effectivement. pas possible, quoi. Le mec, il comprend rien, c'est pas possible. Il tombe dans presque l'oubli, quoi. Il fait de la merde en DTV, puis il arrive à sortir du trou en enchaînant Rocky et Rambo, en ressuscitant le truc. Et puis derrière, il se dit, oh maintenant je vais recommencer à faire de la merde. Putain, je comprends pas, quoi. Ouais. Et je pense qu'il a une énorme confiance en lui. Il sait qu'il rebondira quoi qu'il arrive. Ouais, mais il devrait se souvenir quand même qu'il a merdé et qu'il va remerder à nouveau. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas le délire. On en vient à espérer une condamnation peut-être Oh là là. Oh là là. pour que le mec ne puisse plus tourner, quoi. Il faudrait pas, parce que Bon. t'imagines s'il termine sa carrière là-dessus. C'est vrai. Avant de tourner Expandables 4. Et merde, Rambo 5. Oh putain. Effectivement. Celui-là est Oh là là. On a, très proche, apparemment. c'est vrai que ceux-là, ils nous font pas trop, ils sont pas trop alléchants, alors que Creed 2 à la rigueur. Ouais, à la On rigueur, attend c'était un peu. toujours un bourré. petit quelque chose. Ouais, mais on peut attendre un petit quelque chose. Je voulais aussi présenter mes excuses, je le fais jamais dans cette chronique-là, mais c'est assez dégueulasse parce que du coup je ne prépare pas du tout mes chroniques et je bousille le travail de gens qui ont été sur un film pendant 2-3 ans, donc ne le prenez pas mal, hein. Même si je dis des erreurs aussi pendant le film, c'est pas grave, hein. Mon avis Oui. compte très peu. Vous l'avez bien compris, je n'ai pas travaillé, donc je parle quand même de vos films, mais
Alors, tout ça pour dire que maintenant, je vais parler de action ou vérité. Putain, Putain, je l'ai là, vu. là, 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 là. Attends. Jason Blum Production. T'envoies du rêve ce soir. Ouais. Film d'horreur concept, qui, comme vous l'avez compris dans le titre, se base sur le jeu action ou vérité. Donc, pareil, c'est une catastrophe absolue. Alors attends, parce que du coup, est-ce que t'avais vu Ouija qui était un peu... Je l'ai vu qui était cette déjà une semaine prod exprès. Jason- J'ai pas vu. Écoute, moi j'avais trouvé que c'était quand même une horreur absolue. Je pense que ça va être dans le top 10 des pires films que j'ai vu de ma vie. Ouais, Et je suis pourtant, d'accord. Dieu sait que j'en ai vu des bien pourris, mais alors celui-là, en plus il est pas long, hein, il doit faire 1h20. Ouais, il fait 1h29 casser, générique inclus. Ah, mais il y a juste rien, ça commence au bout de 50 minutes et ça se finit au bout de 53 minutes, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont fait un long métrage sur un pitch de 3 minutes, c'est une horreur. Et les acteurs sont d'une... Enfin voilà, j'en avais déjà parlé, je crois, sur Twitter. Mais bon, donc c'est du même niveau alors, ce action-vérité. Bah ouais, en plus là, même eux ont conscience que le concept de leur film est complètement con, puisque au bout d'un moment ils se disent mais en fait les mecs ils vont tout le temps dire vérité, et c'est pas très dangereux quoi. Donc on les oblige à faire des actions quoi pour que ça devienne vraiment dangereux pour eux. Les personnages sont tous transparents. C'est gore sans l'être, hein, c'est du niveau d'un Destination. Non, ce serait trop gentil parce que la Destination finale c'était quand même sympathique. Il y avait des morts sympathiques là, non, il n'y a rien. C'est pas comparable. En plus, je pouvais espérer avec ce genre de pitch que ça pouvait déraper un petit peu, un petit peu de fesses, un petit peu de boobs. Dans les années 70, 80, il y aurait pu. Et là, on a Podzub, hein, c'est que dalle. D'ailleurs, les vérités sont basées à base de ces révélations-là. Hein. C'est genre, j'ai couché avec ton le père. copain de ma meilleure amie, avec ton père. C'est vrai que la fin est quand même bien barrée quand on y repense. Parce que du coup, là, ouais, c'est ça. Le père de sa meilleure amie s'est suicidé. Donc c'est son trauma initial. Mais à la fin, on découvre qu'en fait, sa meilleure amie a couché avec son père parce qu'il allait pas très bien. Il était un peu déprimé. Il y a personne qui veut croire que c'est baiser à avec cause moi de alors lui que qui- je suis déprimé tout le temps. Quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Il va falloir que je fasse un enfant et que cet enfant me ramène sa meilleure amie pour que je puisse la baiser. Ça va être très compliqué. Hein. Putain, c'est un pitch de SF assez sympathique. Enfin voilà, passez encore une fois votre chemin sur celui-ci. Si je peux me permettre, le mec a réalisé, Alors, c'est le ouais. mec qui a réalisé Kick-Ass 2 hein, qui a fait ça. Qui était Ah oui, déjà exact, une belle j'ai vu grosse ça merde. après coup. Ouais. Et il a écrit le Putain, prochain belle Maître carrière. de l'Univers. Ils vont faire un remake des Maîtres de Putain, l'Univers. C'est lui qui... très très belle carrière. Ouais, il a aussi écrit un truc de merde avec l'insupportable, comment il s'appelle encore celui-là putain, j'ai complètement... Kevin James, qui était un film Netflix de merde, il a fait Never Back Down. Un truc tout pourri. Alors attendez, il faut quand même citer ce nom à ce bonhomme. Il s'intitule Jeff Wadlow, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Voilà, Un type dont on va oublier le nom directement. on espère. Il n'y a pas une suite, il y a une suite de Bah, je prévue. sais pas si c'est prévu ou pas, si le film a marché, je ne sais même pas, mais Non, tout est possible. Je pense que ça n'a pas trop marché. Bah en même temps, les trucs... Ça coûte rien. ouais, Blumhouse, Avec ça Jason coûte Blum. généralement rien, donc ils peuvent faire 40 suites. Ouais, c'est vrai que ça peut être vite rentabilisé, ces merdes. Bon, je rappelle que je m'excuse pour le travail Quel travail. qu'ont pu fournir les gens, puisque donc là je vais m'attaquer à Ghostland de Pascal Laugier. Ouh, alors là, par contre, ça va pas me plaire. Ouais. Je n'ai rien contre l'ami Pascal Laugier. J'avais bon, Saint-Ange, je l'avais trouvé plutôt chiant comme la majorité des gens. Martyr, j'avais beaucoup aimé. The Secret m'était sympathique. Et là, Ghostland, ça a été la douche froide. Je pensais pas que ça serait aussi difficile à regarder pour moi, aussi mauvais. On sait que Pascal Laugier aime bien les twists dans ses films, retourner un petit peu les schémas habituels des films. Mais là, j'ai envie de dire, trop de retournements, trop de... Je bouscule mon truc, tue le truc. Surtout que ça débouche au final sur des trucs pas super innovants. Tu le sens venir un petit peu à des kilomètres, le twist final, moi je trouve. Alors, du moins si je l'ai bien compris. Ça peut jouer quand même. Ouais. C'est pour ce film que son actrice a été défigurée? Oui, D'accord. Oui aussi. tout à fait. Et donc avec Mylène Farmer, c'est pour ça que le film avait eu un certain écho chez nous. Je suis une une libertine. Je suis Je une suis une gâtin.
médiatiquement parlant. Après non, mais c'est toujours. Je suis fragile, grand, me tiens la main. Tienne la main. C'est toujours mieux réalisé que la plupart des Bloom et compagnie, comme on en parlait là juste avant, des films d'horreur qu'on a Danny actuellement. Mais après, Danny Boone, ouais. Mais niveau scénar, c'est pas fou. Ça m'a fait beaucoup penser à Toby Hooper, période Massacre dans le train fantôme et compagnie. Oh bah ça va, comme référence quand même. Oui, ça va, mais c'est pas. Moi, je veux Massacre à la tronçonneuse, donc c'est pas le masterpiece de Logier. T'as qu'à prendre une Vous avez la tronçonneuse et tuer des dent gens, dure, c'est ça que je veux dire, quoi. Je peux pas te dire de faire Vous un avez la film. dent dure, monsieur Bastien. Ouais, j'ai la dent dure, mais ouais. La paternité vous a changé. Enfin bref. Seb, tu l'as vu, non? Non, ça fait. Je te vois remuer le Ça cul. fait là, 2 non semaines que je suis censé le regarder et que j'ai pas super envie parce que je déteste Logier à la base, mais fan de Mylène Farmer, je suis obligé de le regarder. Et je suis aussi fan des réalisateurs qui défigurent leurs acteurs. Ah oui, moi aussi. Et s'il y a d'autres cas qui sont déjà arrivés auparavant, je ne sais pas. Comme ça Si vous êtes fan de Lovecraft, parce que le film fait référence à Lovecraft très souvent. Donc. Enfin bref, tout ça pour passer aux choses sérieuses. Je suis quand même déçu de ce que tu as dit sur Ghostland parce que moi je misais une petite pièce, j'aime plutôt bien Pascal Logier, je trouve qu'il est toujours très intéressant dans ses propos, dans ses films, bah ouais, je suis un peu comme toi, Saint-Ange, c'était quelque chose d'intéressant mais c'était assez creux. Martyr a été une bonne petite clacasse C'était de la et merde. The Secret nul. m'avait pas mal pris à revers, donc j'avais trouvé ça intéressant même si au final il me reste pas grand chose. Non, pareil. Donc, excuse-moi, Pascal. Ensuite, le petit plaisir coupable du jour. Ah. Le film, j'en attendais pas tant. Là, pour le coup, là, j'ai été surpris. C'est notre ami Dwayne Johnson dans le Rampage hors de contrôle. Oh là là là. C'est de la merde. Qui est le film que, si j'avais 8 ans, j'aurais pu passer plusieurs fois dans le magnétoscope. Donc The Rock est devenu l'acteur le mieux payé de tous les temps, hein, il faut le rappeler. En enchaînant quand même beaucoup de merde. Ah oui, on peut même dire que des merdes. Non, il a fait des trucs bien. Alors, justement, ce film, faut rappeler le concept de base, puisque moi j'adore les films de bébêtes, et là c'est un pur film de bébêtes, puisque ce sont un gorille, un loup, un crocodile génétiquement modifiés qui vont grossir. Ça commence comme une blague. Alors, c'est un juif, un arabe et un noir qui rentrent dans un bar. La société est devenue tellement poétiquement correcte que maintenant tu remplaces par des animaux. Et donc ils évoluent très très vite et deviennent très 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 gros et deviennent très très méchants et donc attaquent la ville. Et quelle ville? ça casse Chicago, je crois. Donc ils détruisent des buildings un petit peu à la Avengers, mais intéressant. Ouais, moi je dis des buildings. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit dans le 67. Et là où chez Avengers, tout ça, c'est pas, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Avec des monstres, tout de suite, ça me parle beaucoup plus. Surtout que les effets spéciaux sont plutôt très réussis. Parce que le Hulk, c'est pas un monstre, peut-être, connard. Il va sortir sa bite et il va t'enculer, tu feras le moins malin. Les points de vue sont différents là. Le film est adapté à la base d'un jeu vidéo. Ils ont bien conscience de la débilité de leur film, donc tu sais ce que tu regardes aussi, mais là c'est fait avec beaucoup de thunes, donc c'est assez jouissif à regarder. C'est vulgos. T'as Jeffrey Dean Morgan qui joue dedans, qui fait du Negan Walking Dead. Maintenant il joue tout le temps pareil, le mec. Il fait n'importe quoi dans le film. Il y a quand même la douce Méline Eckerman. Oui. Elle est douce quand même. Naomi Harris aussi, elle est douce. Depuis Watchmen, elle est douce. Qui ont d'ailleurs des rôles bien pourraves et qui sont un peu les méchants du film et qui se font jarter assez vite pour passer aux choses sérieuses, donc c'est bien. Ça m'a fait penser à Congo, donc c'est bien. La fin du film est d'une vulgarité et d'une débilité sans nom, à base de genre de The Rock qui drague forcément la fille du film. Et donc, comme il est copain avec le gros singe, qui lui fait genre des petits signes derrière avec le petit doigt que j'enfonce dans. Oh mon Dieu.
Oh mon dieu. T'es en train de nous dire que c'est Uwe Ball qui l'a réalisé en fait ce film. Ah, c'est un peu ça. Et pas l'inénarrable Brad Payton qui nous avait déjà... c'était quoi son film d'Alexandre Andreas? Ouais. Il avait fait San C'est ça. Andreas, c'est ça. Et c'est beaucoup plus réussi que Sant Andreas, alors que dans celui-là, il n'y a même pas Alexandra Daddario, donc le mec arrive à s'en sortir maintenant. Ouh. Encore une petite quinzaine de films et il pourra peut-être faire quelque chose d'intéressant. Donc je crois que le film a plutôt bien réussi, une suite est envisageable, espérons-le, plus de moyens, plus de bébêtes. Et plus de The Rock. Ouais. Parce que c'est un film assez généreux, faut le dire. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous n'êtes pas généreux. Attendez, il faut quand même rappeler la filmographie de Brad Payton. Donc Voyage au centre de la Terre, Oui. L'île mystérieuse, Comme chien et chat, la revanche de Kitty Kitty Keller. Quel homme. Et puis bah voilà, hein, après ce sont des Incarnate, trucs, moins qu'est-ce rigolos. qui a déjà vu ça? Incarnate, attends, je regarde, je me renseigne. Ah, Incarnate, avec le gamin Ouais, qui c'est joue quoi, Bruce ça Wayne, si je dis pas de bêtises, dans la série de merde Gotham, qui était une belle Ouh. grosse bousasse cosmique. Donc voilà, bah, Eh, mais à chaque fois, il a quand même des actrices intéressantes dans ses films. Hein. Là, il avait Caris Van Ouais. Houten, donc bravo à lui. Bon, Brad Payton, si on peut t'oublier aussi, on s'en portera pas plus mal quand même, mine de rien. ouais, je vais peut-être parler 2 secondes de N'oubliez pas ce Rampage film-là, quand même, hein. parce que Bastien, je sais pas ce qu'il a vu, mais on n'a pas vu le même film. C'est-à-dire que c'est un film où The Rock il fait que discuter, et quand les bébêtes elles se tapent dessus, ça dure genre 3 minutes 50, y a pas plus. C'est super long et chiant, ça blablate tout le temps, quoi. Je sais pas ce que t'as vu comme film, mais on n'a pas Ouais. vu le même. Voilà, il m'a fait plaisir. Moi, Est-ce je que- préfère 100 fois ça que tous les films Marvel. Est-ce que tu l'as enchaîné après Jurassic Games? Voilà, c'était dans la même période, effectivement. Ah, ça Ça, peut-être peut-être, oui, ça a joué à mon avis, parce que c'est quand même bien de la merde. Hein. Faites-vous votre avis sur ce film. C'est la conclusion Et qu'on enfin- peut en tirer. Et enfin, je m'arrête sur un dernier petit truc, petit trésor caché ou pas. Attention. Première a sorti un hors-série récemment qui s'intitule genre les 100 meilleures séries que vous n'avez pas vues. Donc avec forcément des séries que vous avez vues à l'intérieur, mais c'est des séries dont on ne parle pas trop quand même. Hein. On va pas vous parler de Stranger Things, on va pas vous parler de Lost. Lost, de toutes ces séries que tout le monde connaît, mais des trucs un petit peu plus péchus, un petit peu plus difficiles à trouver. Et donc là, il parlait d'une série française qui s'intitule Inside Jamel Comedy Club, qui est donc une série qui a été faite en même temps que le Jamel Comedy Club. Hein, vous voyez ce que c'est, donc Jamel et ses amis humoristes de la banlieue, entre guillemets, Fabrice Eboué, Thomas Indigol et compagnie. Et donc ces gens-là ont eu une caméra à un moment et ont décidé de faire leur propre petite série en 8 épisodes de à peine 30 minutes. Et c'est hautement sympathique du coup. Vous pouvez trouver des épisodes sur Dailymotion. Pour ma part, c'est comme ça que je les ai vus. Parce que c'est assez difficile, apparemment, ça n'a jamais été édité. C'est pas sur YouTube. Je crois que c'est aussi sur YouTube. Ouf. Et donc c'est effectivement assez savoureux et drôle à regarder. En fait, on est donc dans les coulisses de leur tournée du Jamel Comedy Club. Mais après, c'est quand même fait, c'est fictionnalisé. C'est très inspiré apparemment de ce que Ricky Gervais, c'est ça, Ouais. faisait à l'époque, et donc il s'en inspire énormément, même de The Office et compagnie, avec les regards caméra et compagnie. Parce que donc les acteurs parlent face caméra aussi de ce qui se passe à l'écran. Et moi j'ai trouvé ça effectivement très drôle, c'est assez trash par moment, notamment un petit truc avec des handicapés à un moment qui est assez savoureux à regarder. À savoir que c'est écrit surtout par Blanche Gardin, Fabrice Eboué. Bravo. Et quand on lit une interview d'eux justement dans le magazine de Première où ils les interviewent, ils disent en fait c'est le truc dont on est le plus fier de ce qu'on a fait, c'est ce qui nous ressemble le plus, mieux que genre leur spectacle ou leur film. Donc après ils sont du coup un petit peu dégoûtés qu'à l'époque ça n'a pas eu un écho si Ouais, c'est clair. ressentissant. Ça a dû passer sur Comédie ou un truc comme ça, mais à la va-vite. Et du coup comme ça n'a jamais été édité, C'est tombé dans l'oubli. c'est tombé un peu dans l'oubli. Mais ouais, moi je vous le conseille, hein, si vous avez envie de vous poiler à minuit, minuit et demi la nuit, et que vous savez pas quoi regarder, au lieu de regarder un porno, regardez Inside de Jamel Comedy Club. En plus, Jamel donc joue dans un épisode ou deux, et il est montré comme
comme un vieux connard. Enfin, c'est lui, donc le chef, c'est grâce à lui que tout ça arrive. Il est carrément radin et tout. Donc les personnages sont tous très antipathiques. En fait, ils ont grossi le trait des personnages qu'on imagine d'eux. Fabrice Eboué, pareil, est très très violent dans ses propos par rapport aux autres. C'est vraiment genre c'est moi le chef. En plus, c'était lui le metteur en scène à l'époque d'une des humoristes, là, Claudia Tabou. Donc c'était genre bah toi t'es rien, c'est moi qui écris tes sketchs et tout. Donc ouais. Bah, si vous avez qu'une chose à regarder de ce dont je vous ai parlé ce soir, bah, ce serait ce Inside Jamel Comedy Club. Et bah bravo. On peut signaler effectivement que malheureusement leurs films ne sont pas tous au niveau pour la plupart de ces gens. Même si ça marche plutôt bien, hein. Le Crocodile du Botswana et compagnie, ça a très bien marché, mais après, je suis pas très sûr que ça soit. C'est de la merde. C'est de la merde. Je pense que. Bah, mais en même temps, vous n'avez pas aimé Problemos, monsieur, et Problemos, c'est quand même. C'est de la merde. Donc. C'est de la merde. Et puis la fin de la série, en plus, rejoint un petit peu à anticiper la réalité d'aujourd'hui, puisque les mecs ne se parlent quasiment plus entre eux. Et c'est un petit peu aussi ce que montrait la série, c'est que chacun avait des personnalités assez fortes, et finalement, bah, ils ont tous pris leur. Pareil, ils sont liés par rapport à cette coupe, mais vous voyez, ils ont pris chacun des chemins différents. C'est beau ce que tu dis. Non, je déconne. N'est-ce pas? Oh, et bah, d'accord, d'ailleurs, je vous conseille le magazine de première dont je vous ai parlé, parce qu'il y a plein de petites séries, effectivement, que pour ma part, je ne connaissais pas. Et... Doctor Who. Doctor Who. Twin Peaks. Twin Peaks, Six Feet Under. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette série qui s'appelle Le Prisonnier? Sur écoute, The Wire. Ah voilà, Le Prisonnier, effectivement. X-Files, c'est le truc que tout le monde a oublié. Friends. Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, est-ce qu'on n'aurait pas fini un peu l'émission? Bah, je crois, ouais. Alors, est-ce qu'il serait pas temps de se dire au revoir et de faire une émission avec une durée plutôt raisonnable? Alors, pour finir, on va quand même finir en rappelant les comptes Twitter de chacun. Je vais quand même un peu baisser Gloria. Ouais, parce que... Excuse-moi, Gloria. Parce qu'il y en a qui préparent leur... Tu vas baisser ou baiser, Gloria? Bah, je pense que son cadavre, notre vidéo, a plus très frais. Bon, au moins, elle te dira pas non. Mais ça n'empêche pas. Donc, je suis Alphonse Dadet sur Twitter, Grumpy Sum et Grumpy Seb sur Twitter, n'est-ce pas? Et Bastien, ton compte Twitter cette fois-ci? C'est Jordi El Niño Pola. Ah, je vois tout à fait qui c'est. Une gueule de con. Ouais. Dire d'être bébé. Elle est bien dure en plus. Sous mes regards innocents et mes boutons sur la gueule, je cache bien mon jeu quand même. A skinny guy with a fat dick, comme le dit ma description sur Brother. Bref, un gars accessible. Et tu peux nous rappeler la deuxième chanson de Jordi? Alison, c'est ma copine à moi. C'est ma copine à moi. Voilà. Et son troisième? Rendez l'argent. Et le compte Twitter de l'émission, c'est Bug le podcast, vous pouvez nous y retrouver. Et puis bah voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez nous envoyer de l'argent, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Et bah écoutez, on essaye de revenir le plus vite possible, en espérant que cette émission vous a plu. À très bientôt les cocos. Ciao. Salut. Salut.